Terminal physique-chimie, exercice sur le tube fluorescent avec la résistance condensateur. C'est parti. Alors, le tube fluorescent. Les tubes fluorescents sont un type particulier de lampe électrique qui produisent de la lumière grâce à une décharge électrique. Leur lumière peut être blanche pour l'éclairage ou colorée, par exemple pour la fabrication d'enseignes lumineuses. Les différentes couleurs obtenues dépendent de la nature du gaz utilisé dans les tubes. Ainsi, les lumières bleues, jaunes ou rouges sont dues respectivement à la présence de mercure, de sodium ou de néon. Ces lampes sont d'ailleurs appelées par abus de langage néon. La tension électrique appelée tension d'allumage nécessaire pour produire la décharge électrique lors de l'allumage de ces lampes peut être produite dans un circuit électrique assimilé à un condensateur et à un conducteur ohmique placé en série. Cet exercice a pour objectif d'une part de comprendre comment le circuit électrique proposé dans le texte précédent permet d'allumer et d'éteindre un tube fluorescent, et d'autre part d'étudier l'aspect visuel du phénomène. Le circuit électrique dans lequel est inséré le tube fluorescent est schématisé sur la figure 1 ci-dessous. Donc sur le schéma du circuit, on a un générateur E, un interrupteur K, une résistance R, un condensateur C et le tube fluorescent tient en parallèle. Le tube fluorescent s'allume quand la tension UC dépasse UA égale 80 volts. Cette tension est appelée tension d'allumage. Il s'éteint quand la tension UC redescend sous la valeur UE égale 30 volts, appelée tension d'extinction. Un système informatisé d'acquisition de données permet de visualiser la tension UC de T en fonction du temps, comme l'indique la figure 2 ci-dessous. Donc en figure 2, on a l'évolution de la tension aux bornes du condensateur. Quand le tube fluorescent est éteint, il se comporte comme un interrupteur ouvert. Par contre, lorsqu'il est allumé, il se comporte comme un conducteur ohmique de faible résistance. On a quelques données, la tension aux bornes du générateur, la capacité du condensateur et la résistance du conducteur ohmique. Étude de l'évolution de la tension UC de T dans la partie initiale comprise entre 0 et T1. À l'instant T égale 0, pris comme origine des dates, tube fluorescent éteint, condensateur déchargé. L'interrupteur K est fermé. Le circuit précédent peut être simplifié selon le schéma de la figure 3, ci-dessous, car le tube fluorescent se comporte comme un interrupteur ouvert. Figure 3, schéma de circuit simplifié, établissement de l'équation différentielle du condensateur en charge. Quel phénomène électrique se produit au niveau du condensateur quand on ferme l'interrupteur K? Alors, question 1.1, on observe une charge du condensateur lorsque l'interrupteur K est fermé. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T aux bornes du condensateur s'écrit UC de T plus R fois C fois DUC sur DT égale E. Donc, première étape, on va faire la loi d'Emaille. La loi d'Emaille nous dit que UR de T plus UC de T est égal à E. La somme des tensions des récepteurs est égale au générateur. On sait que UR de T est égal à R fois I, alors R fois I, je peux remplacer le UR par R fois I plus UC de T égale E. Ensuite, je dois connaître les formules de I qui est égal à DQ sur DT. Et Q, je sais que c'est C fois UC. On remplace le I par DQ sur DT. Le Q, je le remplace par C fois UC. Donc je vais avoir R fois DC fois UC sur DT plus UC de T égale E. Ensuite, j'ai le droit de sortir la constante C de la dérivation, donc j'ai RC fois DUC sur DT plus UC de T égale E. Et je suis arrivé à ce qu'il voulait. Vérifier que l'expression UC de T est égale à E facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur RC est bien solution de cette équation différentielle. Alors pour vérifier si c'est une solution, donc moi ce que je conseille c'est de développer déjà l'expression qu'on nous donne. Donc je développe le E, je vais développer le E, dans ma parenthèse, donc E fois 1 ça fait E, E fois mon expo, ça fait moins grand E exponentielle de moins T sur RC. Ensuite, je vais dériver mon UC de T, donc la dérivée de E étant un nombre, ça fait 0. La dérivée de, je vais dériver maintenant moins E exponentielle de moins T sur RC, donc je vais garder mon coefficient moins grand E. Je prends ma puissance parce que on se souvient que la dérivée d'exponentielle U, lorsqu'on le dérive, c'est U' exponentielle U. Donc ma puissance, je la dérive. On n'oublie pas que c'est T la variable en physique. Donc je vais avoir moins 1 sur RC fois l'exponentielle de moins T sur RC. On simplifie tout de suite et on arrange l'écriture. Donc le 0, je le retire. Moins fois moins, ça fait plus. E fois 1 sur RC, ça fait E sur RC exponentielle de moins T sur RC.
Donc je remplace dans mon équation différentielle, UC de t je le remplace par E moins E exponentielle de moins t sur RC, et RC fois la dérivée que j'ai trouvée. Je peux maintenant supprimer les RC, donc j'obtiens E exponentielle de moins t sur RC plus E, il n'y a pas de égal ici, moins grand E exponentielle de moins t sur RC. Je peux supprimer les grands E exponentiels de moins t sur RC puisqu'ils sont identiques et de signe opposé, positif, négatif. Donc ça s'annule et il me reste bien E. Donc j'ai bien vérifié que UC de t était les solutions de l'équation. Question 1.3. À l'instant T1, le tube s'allume. La tension aux bornes du condensateur vaut alors UA appelée tension d'allumage. 1.3a. Donc UA c'est égal 80 volts, la tension d'extinction c'est 30 volts, et ma solution de l'équation différentielle que j'ai réécrite ici. 1.3.1. D'après l'expression de UC de t donnée à la question 1.2.2, quelle est la valeur maximale théorique que pourrait atteindre la tension UC aux bornes du condensateur? Donc là, je vais chercher à T infini. Donc on va faire une limite. On va se mettre à T infini. Je vais chercher UC infini. Ce sera égal à E facteur de 1 moins exponentielle de moins l'infini sur RC. Alors pourquoi ça fait E? Parce que exponentielle de moins l'infini sur RC, ça fait 0. Mais oui, moins l'infini sur RC, ça fait moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Hein. Et ensuite, je vais avoir du coup 1 moins 0. Ça fait 1. E fois 1 égale à E. Donc, théoriquement, ma tension sera de E. Valeur maximum, UC de t égale E. Donner l'expression de la constante de temps τ pour le circuit de la figure 3, calculer sa valeur. La formule du cours τ est égal à R fois C. Alors attention, on a des secondes. La résistance c'est en ohms et la capacité c'est en farad. Je remplace R, on sait que c'est 60 kOhm, donc kOhm c'est 10 puissance 3. Et là ici on a micro-ohm, 0,60 microfarad, micro c'est 10-6. On calcule et on trouve 0,036 secondes. On peut mettre en millisecondes, soit 36 millisecondes. Partie 2, étude des oscillations. L'interrupteur K de la figure 1 étant toujours fermé, à partir de la date T1, le tube fluorescent est allumé. Il se comporte alors comme un conducteur ohmique de faible résistance petit r égale 10 ohms. La résistance grand R étant très supérieure à la résistance petit r, le courant ne peut donc plus circuler dans la partie du circuit contenant la résistance grand R et la source de tension E. Le schéma de la figure 1 se simplifie alors comme représenté sur la figure 4. Figure 4, schéma équivalent du montage simplifié quand le tube est allumé. 2.1. Dans le cas de la figure ci-dessus, le condensateur se décharge ou se charge? Alors, le condensateur va se décharger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de source de tension. Il n'y a plus de générateur. Donc, le condensateur se décharge dans petit r. Calculer le rapport τ sur τ', où τ' est la constante de temps du dipôle petit rc, ainsi constitué. Ensuite, le résultat est-il cohérent? Alors, τ sur τ', τ on sait que c'est égal à R fois C. τ', c'est petit r fois C. Mais c'est le même condensateur, donc on peut supprimer les capacités. Donc il ne reste plus qu'à calculer grand R sur petit r. Donc 60 fois 10 puissance 3 ohms divisé par 10, ça nous fait 6000. On peut dire du coup que τ est 6000 fois supérieur à τ', et dans ces cas-là, on peut dire aussi que la résistance est 6000 fois supérieure à petit r. La résistance grand R est 6000 fois supérieure à la résistance petit r. On est bien cohérent, puisqu'on nous dit que la résistance grand R étant très supérieure à la résistance petit r dans le texte. Quand la tension UC atteint la valeur de la tension d'extinction UE égale 30 volts, le tube fluorescent s'éteint. Que se produit-il à nouveau au niveau du condensateur? Le condensateur va de nouveau se charger. 2.4. Le tube est allumé pendant la décroissance de la tension de 80 volts à 30 volts et éteint dans la partie croissante de 30 volts à 80 volts. Que peut-on dire des durées pendant lesquelles le tube est allumé par rapport à celle où il est éteint? Donc si on focalise sur la figure 2, on voit que pour la partie où il est éteint, c'est-à-dire de 30 à 80 volts, il met beaucoup plus de temps que lorsqu'il passe de 80 à 30 volts. On voit que sur la courbe de la figure 2, ça met plus de temps à rester éteint que allumé. Donc le tube est plus longtemps éteint que allumé. À partir de l'instant T1, le signal obtenu sur la figure 2 est quelconque, sinusidal ou périodique. Donc le signal est périodique car il y a la répétition du même motif. On répète plusieurs fois ce motif-là.
Non, c'est pas ça. Donc là, on a un signal périodique. Question 2.6. Que se passerait-il si la tension en borne du générateur avait été réglée à la valeur E égale 60 volts? Si E égale 60 volts, E étant inférieur à la tension d'allumage, donc le tube fluorescent ne s'allume pas. Partie 3. Perception visuelle. Les successions d'allumage et d'extinction du tube fluorescent peuvent ne pas se voir du fait de la persistance rétinienne des images. En effet, pour une intensité lumineuse telle que celle émise par ce tube, notre cerveau met environ 50 millisecondes à éliminer une image de la rétine de l'œil. Une personne qui regarde le tube fluorescent précédemment étudié peut-il le voir clignoter? Si cela n'est pas le cas, comment cette personne peut-elle modifier le circuit électrique? Donc là, on est invité à faire une démarche. Donc la persistance rétinienne est de 50 millisecondes. Donc si on est en dessous de 50 millisecondes, on ne voit pas clignoter. Si la durée d'allumage et extinction, la succession d'allumage et extinction est supérieure à 50 millisecondes, on le voit clignoter. Donc sur le schéma, on voit qu'il y a 3 périodes observables. On met la figure 2. 3 périodes observables sur la figure 2. Alors, on a T1, j'ai relevé la valeur 57 millisecondes, T2, j'ai relevé la valeur à 102 millisecondes, T3, j'ai relevé la valeur à 147 millisecondes. La première fois qu'on dépasse les 30 volts, j'ai mis 13 millisecondes. Donc je l'ai appelé TI. T3 moins TI, 147 moins 13, ce qui me fait 134 millisecondes. 3 périodes correspondent à 134 millisecondes, donc je cherche pour une période, je fais mon produit en croix, 1 fois 134 divisé par 3 égale 45 millisecondes. 45 millisecondes, c'est inférieur à 50 millisecondes. La personne ne voit pas le tube clignoter. Alors, si on voulait voir le tube clignoter, il y aurait 3 situations possibles. Soit augmenter la résistance grand R, soit augmenter la capacité C, ou alors la résistance petit r du néon. Plus on met de temps à charger ou à décharger, plus on a de chance de dépasser la persistance rétinienne.